We can't all be nice girls. In 100 years of movies, homosexuality has only rarely been depicted on the screen. When it did appear, it was there as something to laugh at, or something to pity, or even something to fear. These were fleeting images, but they were unforgettable, and they left a lasting legacy. Hollywood, that great maker of myths, taught straight people what to think about gay people, and gay people what to think about themselves. No one escaped its influence. Bonjour tout le monde. Alors autant généralement je me contente d'une feuille de papier sur laquelle sont notées les différentes idées que je peux avoir pour une vidéo, autant des fois il y a des sujets qu'il vaut mieux peut-être écrire au préalable. J'avais parlé sur Twitter de mon envie de faire une vidéo sur l'importance de la représentation au cinéma. Cette idée de vidéo m'est venue après une longue réflexion et elle se basait sur la volonté de montrer que, contrairement à ce que les détracteurs disent, la question de la représentation au cinéma, c'est pas un délire très récent de social justice warriors qui ont rien d'autre à faire, mais que c'est vraiment une question centrale au cinéma. Au départ, je voulais commencer par cette vidéo sur la représentation, puis pour des raisons en fait de logistique, voilà, de temps et de temps de réflexion et de plein de choses, je vais en fait commencer par vous présenter des films qui comportent à mon sens des représentations queer intéressantes. Ce choix de présenter des films d'abord, il a aussi été motivé par le fait que j'ai vu un film qui m'a semblé très important en regardant la question de la représentation de la communauté LGBT dans le cinéma hollywoodien. Et donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle au plus vite. The Celluloid Closet est un documentaire réalisé par Rob Epstein et Jeffrey Friedman et basé sur un essai de l'activiste Vito Russo qui voulait absolument que son texte devienne un film. J'ai pas encore lu l'essai de Vito Russo, mais en fait, ne serait-ce qu'au niveau du sujet de l'essai, il me semble de toute manière très pertinent que cet objet de réflexion soit devenu un film. De grandes stars comme Tom Hanks ou Susan Sarandon côtoient des gens moins connus du grand public comme Arthur Lawrence, le scénariste de West Side Story et Rope, ou encore Jay Preston Allen, à qui on doit le scénario de Cabaret. La parole est largement donnée aux gays, lesbiennes et bi de l'industrie, et les hétéros ne sont là que pour illustrer le propos d'exemples précis en tant qu'acteurs de personnages queer. Bon, sans grande surprise, malheureusement, le T de LGBT a encore été oublié parce que le film en fait n'aborde pas du tout la question de la représentation des trans, ou très peu, très vaguement, très vite, dans le cinéma hollywoodien. Le film couvre 100 ans de cinéma. Il part de 1895 avec un film expérimental d'Edison et retrace l'histoire du cinéma d'un point de vue queer jusqu'à 1994 avec Priscilla, folle du désert. Le film s'attarde sur le moment où le code ICE est arrivé. Le code ICE, c'est un code de censure mis en place par le sénateur William ICE pour faire en sorte que les films hollywoodiens ne portent pas atteinte aux valeurs morales des spectateurs. D'abord pas vraiment pris au sérieux, il a fini par être rigoureusement appliqué quand l'Église catholique a créé sa propre notation des films en fonction de leur contenu et a menacé de boycott tout film jugé indécent. Bon, bien entendu, comme sans doute, les cinéastes et les scénaristes ont trouvé très rapidement le moyen de détourner le code. Ce passage du documentaire est particulièrement intéressant parce que la parole est largement donnée à des scénaristes gays qui expliquent comment en fait ils ont intégré des personnages queer dans leur film sans avoir l'air de toucher. Après ça, le film enchaîne sur un sujet qui est un peu plus connu mais qui mérite toujours une piqûre de rappel, c'est la représentation, les différences de représentation plutôt, entre les gays et les lesbiennes dans le cinéma. On apprend par exemple que les lesbiennes étaient plus tolérées dans les films que les gays parce qu'elles menaçaient moins la virilité des hommes. Personne ne se sent menacé par deux femmes qui couchent ensemble à l'écran. C'est même considéré par certains comme plutôt excitant. Si vous avez lu Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist, qui est un bouquin dont je parle à peu près tout le temps, alors vous trouverez dans ce documentaire les mêmes conclusions désolantes.
c'est qu'on apprend aux hommes qu'il est impensable pour eux d'être vulnérables et de montrer de l'affection. Stromquist reprend des thèses de Bell Hooks notamment, et explique dans son bouquin que les hommes sont dans un rapport de domination permanent. Et ce que le documentaire nous montre, c'est qu'il fut un temps où les hommes, sous texte homosexuel ou non, étaient autorisés à montrer de l'affection l'un pour l'autre à l'écran. Sauf qu'en fait Hollywood, que Victor Russo appelle The Great Maker of Myth, donc le grand fabricant de mythes, a bien fait attention à mettre fin à ça et surtout à embourber le spectateur dans des injonctions constantes au virilisme. Le film aborde tout ça et bien plus de choses encore, notamment par exemple, un peu comme le stand-up de Anna Gatsby, Nanette, qui est sur Netflix, les conséquences du fait d'être queer et d'avoir un sacré paquet d'homophobie intériorisée due au milieu dans lequel on a grandi et les images auxquelles on a été exposé. La représentation des queers dans l'art et au cinéma en particulier, c'est une vaste question qui, en plus, dépasse bien entendu le simple cadre hollywoodien. Mais si vous cherchez un film plutôt complet sur la représentation des gays et lesbiennes dans le cinéma hollywoodien et de quelle manière cette représentation a eu un impact sur la société américaine dans son ensemble, mais aussi plus particulièrement sur la communauté LGBT, vous trouverez un début de réflexion en fait dans The Celluloid Closet. Et c'est un documentaire qui est daté, comme je l'ai dit, forcément comme tous les films. Il s'arrête en 1994 avec Priscilla Folle du désert. Donc, par là même, il amène une autre question. Et cette question, c'est quid de maintenant? On en est où dans cette représentation? La réponse à cette question, ce documentaire-là, qui date de 95, il peut pas l'avoir. C'est à nous qu'il incombe de trouver la réponse. Voire même, plutôt que de la trouver, la construire. En ajoutant notre voix, pour créer un cinéma plus diversifié avec de nouvelles histoires. C'est une chose à laquelle je pense énormément et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question aussi. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.